semble extrêmement importante, voire même prépondérante, eh bien, cette chose, ce serait de vous dire que cet homme, il a de la parole. Je l'ai vu, je l'ai constaté, sa parole lui donne un sens en l'accomplissant, et il en fait même un honneur. Alors ce soir, demain et après-demain, n'oubliez pas ce qui a été fait, n'oubliez pas ce qui sera fait, mais n'oubliez surtout pas que celui qui vous le propose, lui, il saura tenir ses engagements. Merci de m'avoir écouté. Enfin, concluons avec Martine Véricel, une dame fort sympathique et toujours de bonne humeur, que vous allez sans nul doute rencontrer un jour ou l'autre dans les commerces polissonnés. Martine Véricel. La dernière, hein? Oui. Bonsoir à tous. Parisienne de naissance, molusonnaire depuis plus de 20 ans. J'ai pu voir lors des 2 mandats de Daniel Ducléry la vie évoluer, se transformer. Son charisme, sa ténacité ne sont pas étrangers à tous ces changements. C'est pourquoi j'ai accepté de me présenter sur la liste qu'il conduit. Mon souhait est que les Molusonnais accordent une nouvelle fois leur confiance, le 23, à celui qui, sans arrière-pensée, a su faire bouger cette ville et souhaite surtout continuer le travail entrepris. Compte tenu de la conjoncture actuelle, je conclurai en vous disant, tout simplement, chapeau, monsieur le maire, pour le travail accompli. Merci. Bon, ça va, elle n'a pas besoin de consulter le médecin. Bon, et maintenant, je vais passer la parole à celui qui a animé de manière magistrale cette soirée, mon ami Jean-Charles Schill, que j'ai détecté il y a de nombreuses années lorsqu'il était proviseur au lycée Einstein, et j'avais dit, cet homme-là, un jour, il sera à mes côtés. Il ne le savait pas encore, mais je pensais à lui parce que c'est un homme absolument remarquable, et surtout il a réussi, ce qui est relativement rare encore, j'espère que ça se développera, à réconcilier le monde de l'éducation avec le monde de l'entreprise. Jean-Charles, à vous. Et alors, c'est vrai que je ne vous ai pas dit pourquoi je m'engageais à vos côtés, hein, j'avais accepté de m'engager, mais je crois que tout a été dit ce soir. Alors moi je dirais tout simplement, je m'engage à côté de Daniel Ducléry, parce que Daniel Ducléry est le meilleur. C'est à vous, Daniel. Bon, je voulais vous faire un long discours sur... Non, vous en avez marre, vous avez bien compris. Surtout ceux qui sont debout là-bas, hein, je les plains, j'avais demandé qu'on vous mette des chaises, mais bon, apparemment, la tendance ne suit pas. Bon, simplement, bon, je voulais vous présenter, non pas... J'ai eu peur, je croyais que je l'avais oublié. Non pas le petit livre rouge de Mao, mais le petit livre blanc de notre équipe municipale. Vous verrez, ce petit livre blanc, c'est une centaine de pages. Alors, j'allais vous les commenter, mais je crains d'être un peu long. Hein. Vous allez le recevoir en sortant. Chacun recevra le petit livre blanc, et de toute manière, tous les Molusonnais seront bien évidemment destinataires de ce document. Ce document, qui est un document extrêmement simple, qui comporte pour chaque rubrique, nous l'avons dit, nous l'avons fait, et nous le ferons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a 19 rubriques qui regroupent, on va dire, l'essentiel de la vie de la cité. Je voulais vous faire auparavant un certain nombre d'observations sur les programmes qui nous sont proposés par les uns, par les autres. Je ne vais pas être cruel parce que ce débat me semble aujourd'hui pratiquement inutile
tellement il y a de vacuité dans les programmes qui nous sont proposés. Certains nous envoient uniquement une carte postale en disant « Coucou, je suis candidat », mais c'est un peu bref comme programme. D'autres nous expliquent qu'ils vont raser gratis. Je trouve que, compte tenu de la conjoncture, c'est un peu bref comme programme. Et puis, ça manque un petit peu de sérieux et de sincérité. Celui qui a fait le plus gros effort, il faut bien le reconnaître, hein, c'est Frédéric Cotte. Mais Frédéric Cotte, moi j'ai lu quand même avec beaucoup d'intérêt ces 6 pages. Elle me laisse quand même un certain nombre d'interrogations. D'abord, je voudrais dire qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ça, c'est une erreur de débutant qu'un étudiant de première d'étudiant, je vais le dire, en droit de première année ne commettrait pas. Écrire dans son programme la région Auvergne, bon, ça ne me surprend pas compte tenu de ce qu'on vous a dit sur le président de la région Auvergne, il est sectaire, lui, donc bien évidemment il affiche la couleur. Mais l'État, la région Auvergne et l'État à nos côtés, hein, j'invente pas, c'est ici, moi ça m'a fait bondir. Ça m'a tellement fait bondir. Moi, j'ai servi l'État pendant plus de 35 ans. J'ai servi la droite, la gauche, mais j'ai servi l'État impartial. Et donc, j'ai posé la question au préfet de région, au préfet du département et au ministre de l'Intérieur, par écrit. J'ai vu le préfet, d'ailleurs, du département hier. J'ai dit, monsieur le préfet, j'attends votre réponse. C'est extrêmement grave. Dites-moi si depuis que j'ai quitté la fonction publique, l'État a changé et si l'État est devenu un État partial aux côtés d'un candidat. Alors il m'a dit, vous savez, on a reçu votre lettre et on est en train de se coordonner pour vous répondre parce que vous posez un vrai problème. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Bon, j'attends donc la réponse de monsieur le préfet et de monsieur le ministre de l'Intérieur. Et puis j'ai regardé dans ce qui est développé, il y a des affirmations qui me laissent pantois. Pour aider nos entreprises, il faudrait affirmer de manière solennelle que nous choisirions systématiquement les entreprises locales. D'abord, nous l'avons fait, mais de manière beaucoup plus subtile, parce que vous savez qu'il existe un code des marchés publics et qu'un maire qui s'engagerait de cette manière-là à systématiquement privilégier les entreprises locales, à mon avis d'ailleurs, il ne serait pas maire très longtemps. Donc c'est grave d'affirmer ce genre de choses. Et puis bon, il y a d'autres remarques que je pourrais faire. Il y a de très beaux dessins, des petits dessins qui illustrent sans doute l'aménagement d'un cours d'eau. Alors on nous dit que c'est le Cher ici, mais on pourra avoir les mêmes dessins à Saumur, à Orléans, à Tours, parce que vraiment ma petite fille est capable de dessiner ça. Bon, nous, on a un vrai projet pour les berges du Cher. Est-ce que vous pouvez me le projeter là? Voilà. Alors ça, c'est un projet que nous avons beaucoup travaillé et que nous réaliserons, comme ça a été dit, bien évidemment, tout ce qui est dans le petit livre blanc sera réalisé, sauf si, bien évidemment, on nous supprime toutes les dotations, mais je n'ose pas imaginer cela. Alors, je voulais vous parler également d'un certain nombre de dossiers importants. Vous voyez, j'ai mes fiches, je voulais faire comme, comment il s'appelait l'animateur Guilux, vous présentez donc mes fiches concernant un certain nombre de dossiers, mais je ne veux pas être trop long. La fiscalité, tout a été dit, j'ai été scandalisé, parce qu'une campagne électorale n'autorise pas n'importe quoi. Indiquer qu'on a augmenté la taxe d'habitation de 91% alors que nous l'avons diminuée, je trouve ça quand même scandaleux. Et c'est porter atteinte à l'image du politique. C'est comme ça que les Français se détachent de la politique. Avec ce type de mensonge, il faut dire la vérité à nos concitoyens. Il faut arrêter les projets dopés à l'illusion, au mensonge, à la démagogie. Ça suffit. C'est comme ça qu'on est en train de se couper des Français et c'est comme ça qu'on peut provoquer de graves réactions dans le pays. Disons la vérité. Nous, dans ce document, il n'y a que la vérité et rien que la vérité.
Alors je voudrais vous dire qu'il n'y aura pas, comme vous l'a confirmé Frédéric Laporte, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité locale ces prochaines années. Parce que nous avons bien travaillé, nous avons diminué la dette de 10 millions d'euros en ayant réalisé tout ce qu'on a réalisé. Donc nous avons aujourd'hui eu des finances municipales qui sont saines, et je vous le dis, je vous l'affirme, sauf catastrophe nationale, où on nous supprimerait toute dotation, mais je n'ose l'imaginer, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité locale. Alors, Jean-Pierre Monsilovic a très bien parlé de l'économie et du commerce dans notre bassin montluçonnais, je n'y reviendrai pas, simplement, effectivement, nous avons injecté dans l'économie locale, tenez-vous bien, depuis donc 13 ans, 363 millions d'euros, plus, c'est là que notre ami Patricia s'est trompé, plus 160 millions d'euros de l'ANRU. Ça fait plus de 500 millions qui ont été déversés, et donc ça veut dire que nos entreprises locales, pendant que d'autres souffraient, nos entreprises locales, elles, étaient prospères. J'espère pouvoir continuer une masse suffisante d'investissement chaque année pour faire tourner le moteur économique de notre bassin montluçonnais. Mais je voudrais insister sur un point particulier, parce que là aussi, un certain nombre de mensonges, de contre-vérités, et je dirais de propos extrêmement délétères ont été déversés ces dernières semaines, ces derniers mois, concernant le commerce local. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, le commerce montluçonnais était dans un état pitoyable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude extrêmement approfondie de la Chambre régionale des CCI, qui a fait une étude très bien réalisée et qui montre que, à la fin des années 90, début des années 2000, le commerce montluçonnais était en déshérence, puisque la courbe montre qu'on rejoignait Moulins. Moulins, c'est la moitié d'habitants de Montluçon. Bon. Et nous étions très largement distancés par Vichy. Nous avons pris conscience de cela. Quand je dis nous, c'est les élus de la communauté d'agglomération et singulièrement les élus du bureau communautaire. Et dans ce bureau communautaire, comme je l'ai voulu dès le départ, il y avait toutes les sensibilités. Ça n'est pas le cas partout. À Clermont-Ferrand, le bureau communautaire, il est socialiste. Non, moi, dans le bureau communautaire, toutes les sensibilités sont représentées. Et j'avais un élu que j'aimais beaucoup, je le dis, c'est Jean Desgranges, élu communiste de Domérin, qui un jour est venu me voir en disant « Écoute, je n'ai pas pu faire d'aménagement de Châteauguay avec Pierre Goldberg, pour des raisons qui leur appartenaient d'ailleurs. Bon, j'aimerais qu'on puisse le faire ensemble. » Et il avait raison. Et nous avons fait Châteauguay 1. Et nous avons fait Châteauguay 2. Aujourd'hui, avant l'ouverture de Saint-Jacques, qui ramène en plus une activité commerciale, une offre commerciale importante en centre-ville, tenez-vous bien, nous sommes au niveau de Vichy. Donc ça veut dire, en chiffre d'affaires global du bassin, ça veut dire que demain, nous allons dépasser le chiffre d'affaires global de Vichy. Pourquoi? Frédéric Laporte l'a dit de manière très simple, c'est parce que nous avons élargi de manière considérable notre zone de chalandise. Nous allons sur la Creuse, nous allons sur le Cher, nous allons sur le Puy-de-Dôme maintenant. Eh bien, cet élargissement de la zone de chalandise doit profiter à tous nos commerçants. Et je les invite, bien évidemment, à se mobiliser pour faire une offre commerciale de qualité sur Montluçon. Et pour les aider, nous sommes en train de mettre en place, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Montluçon, je ne sais pas si Jean-Pierre l'hospitalier est dans la salle. Non. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme e-commerce qui permettra, et alors bien évidemment, cette plateforme est mise en place par le pays de la vallée de Montluçon et du Cher, dont je suis le président, et nos partenaires de la CCI. C'est nous qui prenons en compte toute l'installation de cette plateforme. Nous formons également les commerçants, parce que c'est pas évident d'aller pianoter sur l'ordinateur et de chatouiller le mulot. Donc nous formons les commerçants pour qu'ils mettent en ligne leurs produits. Leurs produits, bien évidemment, sur Montluçon, l'Agglo, et sur les
commerces de l'ensemble des 95 communes du pays. C'est un moyen de sauver le petit commerce de centre-bourg notamment. Et c'est un moyen formidable de booster le commerce au sein donc de nos 95 communes. Je tenais à le dire, parce qu'on raconte tellement de bêtises aujourd'hui, quand je vois un certain nombre d'opposants politiques venir raconter qu'on est en train de tuer le petit commerce, que c'est un scandale, alors que toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Et le maire de Domérat, socialiste, Marc Malvé, était à mes côtés il y a quelques 48 heures pour inaugurer un nouveau magasin lancé par un jeune commerçant montluçonnais extrêmement dynamique. Toutes ces décisions ont été prises ensemble. Pourquoi aller raconter encore une fois des mensonges? Ça se retournera contre eux. Mais moi, je tenais à vous dire ce soir la vérité. Nous travaillons de manière efficace, au-delà des sensibilités politiques, pour défendre, bien évidemment, l'économie de notre bassin montluçonnais. Je voudrais vous dire un mot de la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas de vie possible sans sécurité. La sécurité, c'est une fonction régalienne de l'État. C'est le premier devoir de l'État que d'assurer la sécurité. J'ai refusé, et tant que je serai maire, je refuserai qu'il y ait une police municipale à Montluçon. Pourquoi? Parce que vous payez des impôts pour que l'État garantisse votre sécurité. Je ne vous demanderai pas de payer 2 fois pour assurer votre sécurité. C'est l'État qui doit assurer celle-ci. C'est à l'État qu'il appartient de mobiliser, de mettre en place les moyens nécessaires de votre sécurité. Or, je constate que depuis quelques mois, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, les effectifs du commissariat de Montluçon sont à la baisse. Nous sommes à -19. C'est inacceptable. Nous avons fait des travaux conséquents à Biennassis, à Font-Bouillant, 55 millions d'euros injectés à Font-Bouillant. Et le préfet me dit, monsieur le maire, on ne peut pas ouvrir le bureau de police. Alors je vous le dis ça, je ne lâcherai pas. C'est un sujet que je connais parfaitement bien. S'il le faut, j'irai rencontrer le ministre de l'Intérieur, j'écrirai à tous les médias, mais nous obtiendrons les effectifs que nous devons revendiquer. C'est inacceptable. Inacceptable que l'État que l'État n'assume pas convenablement ses responsabilités. Nous avons fait à grands frais un bureau de police à Biennassis, nous avons fait à grands frais un bureau de police à Font-Bouillant, et maintenant le préfet me dit mais nous n'avons plus les moyens de mettre, oh je ne demande pas d'ailleurs H24 une permanence, je demande simplement une présence régulière, de sorte que les personnes âgées notamment puissent, en cas de difficulté, venir signaler les faits qui leur paraissent inquiétants au commissariat. Je ne demande pas la lune, mais je demande quand même l'essentiel, c'est-à-dire qu'on assure convenablement la sécurité des Montluçonnais. Sur l'aménagement du territoire, là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais être bref. Nous avons obtenu la RCEA 2 fois 2 voies depuis la Creuse, grâce à Gilles de Rebien et Dominique Pervet. Nous avons obtenu le tronçon autoroutier, la 714. Heureusement, parce que depuis d'ailleurs, on voit bien l'évolution du nord de l'agglomération. C'est quelque chose de mécanique, je dirais. À partir du moment où vous avez de bonnes voies de communication, si les entrepreneurs sont dynamiques, et ils le sont à Montluçon, naturellement, bien évidemment, leurs entreprises prospèrent. Mais nous avons aujourd'hui un obstacle majeur, c'est le ferroviaire. C'est scandaleux la situation de Montluçon. C'est un véritable scandale. Nous ne sommes même pas électrifiés. Nous devons être une des dernières lignes de France entre Bourges et Montluçon à ne pas être électrifiés. Alors il y a quelques 3-4 ans, je sentais un enthousiasme extraordinaire auprès des différents collègues de la région, notamment du président de la région, pour revendiquer le TGV. Et j'étais d'accord avec lui, bien évidemment. J'ai organisé d'ailleurs un certain nombre de réunions chez les différents ministres de l'époque. Aujourd'hui, je vous le dis mes amis, je suis très inquiet, car le président de la région ne parle plus du tout du TGV. C'est terminé, on n'en parle plus. Les différents ministres envoient ça à 2035.
C'est inacceptable pour nous. Alors, ce que j'ai réussi à faire, c'est à faire inscrire dans ce projet POP un phasage. Ce phasage consiste tout simplement à la refondation de la ligne Montluçon-Bourges dans les meilleurs délais. Je sais qu'il y a 2 milliards qui sont prévus pour préfigurer l'arrivée du peuple en Auvergne. Eh bien, je souhaite que nous soyons tous unis, solidaires, efficaces, déterminés, pour obtenir que sur ces 2 milliards, il y ait 100 millions qui permettent la refondation de la ligne Montluçon-Bourges. Je vous le dis, je me battrai avec la dernière énergie, car ce qui est en train de se jouer devant nous est absolument inacceptable. On a changé de gouvernement, alors nos responsables régionaux changent de politique. Ça n'est pas acceptable, ça n'est pas convenable. Joseph Rouydillan le disait tout à l'heure, quand on a failli nous supprimer notre tribunal, je suis monté au créneau. J'ai expliqué que ça n'était absolument pas admissible pour Montluçon de voir la suppression de ces tribunaux, parce qu'il y a le TGI, mais il y a le tribunal de commerce. C'est très important le tribunal de commerce pour un bassin industriel. Et puis il y a les prud'hommes également. Donc il fallait absolument maintenir nos tribunaux à Montluçon. Je l'ai dit de manière, je pense, assez convaincante, avec le soutien, bien évidemment, de tous les acteurs du monde judiciaire, et nous avons gagné. Eh bien, je souhaite demain que nous puissions faire la même chose concernant le ferroviaire. Allez, je vous fais grâce de cela, je vous fais grâce de cela, je vous fais grâce de cela. Je vous fais pas grâce du boulodrome. Hein? Le boulodrome, c'est prêt. Le lendemain de l'élection, on appuie sur le bouton et les travaux vont commencer. Enfin, les appels d'offres, parce que moi je ne fais pas comme certains, hein, je ne commande pas l'entreprise directement. Non, les appels d'offres seront lancés et avant la fin de l'année, j'ai demandé au service technique, elle était présente, elle est là, j'ai demandé au service technique de s'organiser pour qu'à la fin de l'année, avant la fin de l'année, on inaugure le boulodrome. Sur la culture et le patrimoine, j'en ai un tout petit mot. On va mettre vraiment l'accent sur la rénovation du vieux Montluçon. Nous avons un joyau entre les mains. Nous avons désormais le MUPOP qui va drainer beaucoup de monde. Donc là aussi, comme on dit vulgairement, on va mettre le paquet pour la rénovation du vieux Montluçon. Je pourrais vous en parler longuement, mais oui, il faut être court. Le dernier point, si vous voulez, pratiquement, oui. Dernier point, là je suis obligé de vous en parler. Parce que c'est une préoccupation des Montluçonnais, une préoccupation maintenant trop ancienne des Montluçonnais. C'est l'hôpital de Montluçon. Alors, notre hôpital, je vais être bref, hein, parce que je pourrais vous faire des heures sur l'hôpital. Mais depuis très longtemps, notre hôpital souffre de 3 maux. D'abord, une rénovation manquée sur le site de l'ancien hôpital, qui nous a coûté des fortunes. Je pourrais vous donner des chiffres, mais bon, je ne vais pas être trop long. Sachez que la rénovation de l'hôpital de Montluçon a commencé à creuser, je dirais, la tombe de notre hôpital, parce que ça a été mal géré, ça a été mal emmanché, et on le paye très cher aujourd'hui. Deuxièmement, une très mauvaise gestion de cet hôpital depuis des lustres. Depuis des lustres, cet hôpital n'a pas été dirigé convenablement. Et bien évidemment, je m'en suis rendu compte assez vite, je venais de la fonction publique, j'ai dirigé quand même des effectifs importants, j'ai bien compris très vite qu'il y avait un malaise au sein de notre hôpital. J'ai essayé de corriger les choses, bien évidemment, je me suis heurté à un certain nombre de résistances incontournables. Je n'ai peut-être pas rencontré au niveau des ministères le soutien dont j'aurais rêvé, y compris quand la droite était aux affaires. Mais il y a un troisième facteur, c'est aujourd'hui la démographie médicale. Et j'oublierai les 2 premiers, parce que grâce à l'administration provisoire, nous sommes, et je crois qu'Emmanuel l'a dit tout à l'heure, nous sommes en train de faire un bond en avant considérable quant à la gestion de l'hôpital, et je remercierai jamais assez, donc, notamment l'inspecteur général, Madame Méléler, pour le travail qu'elle fournit à la tête de l'hôpital depuis plusieurs mois. Alors, venons aujourd'hui
à l'essentiel, oublions les deux premiers paramètres. Pour parler uniquement de la démographie médicale, c'est un enjeu considérable. Car toutes les villes moyennes de France, aujourd'hui, alors sauf celles qui sont sur le littoral atlantique ou le littoral méditerranéen, toutes les villes connaissent aujourd'hui ce problème de démographie médicale. Et alors, dès qu'on s'éloigne de la ville-centre et qu'on va en milieu rural, c'est une catastrophe. Tout ça parce que, là aussi, on a mal géré il y a 20 ans le numerus clausus. Je connais maintenant l'histoire par cœur, je vous la raconterai un jour quand on sera moins pressé. Bon, aujourd'hui, donc, nous le savons, il y a de vraies difficultés, aussi bien sur la clinique que sur l'hôpital, pour faire venir des praticiens. C'est très difficile. Et c'est comme ça qu'on se retrouve alternativement les uns et les autres, sans anesthésiste, sans cardiologue, sans psychiatre, bref. J'ai tout eu avec l'hôpital. Mais la clinique connaît aujourd'hui les mêmes difficultés. Il manque cruellement de médecins dans certaines spécialités. Que faut-il faire? Eh bien, il faut organiser un vrai partenariat entre le public et le privé. Alors ça fait des années que je recommande ce type de solution. Ça fait des années, bien évidemment, que certains récusent cette solution qui paraît la plus évidente. Or non, il faut travailler uniquement avec le public. Il faut se marier avec l'hôpital de Moulins. Il faut se marier avec l'hôpital de Vichy et le CHU. Vous savez à quoi ils rêvent, ces hôpitaux? Ils rêvent tout simplement à la disparition de l'hôpital de Montluçon. Moi, je vous parle librement, je vous le dis. Alors qu'on a une clinique à 300 mètres, avec des praticiens de grand talent, avec des spécialistes de grand talent. Il faut donc aujourd'hui qu'avec deux, pas très bien dotés en médecins, mais parfaitement équipés en matériel, eh bien, nous réussissions à créer des pôles d'excellence, et ce, dans tous les domaines. Pour ce faire, il faut, bien évidemment, se mettre autour de la table, travailler ensemble et oublier cette vieille histoire du combat stérile entre le public et le privé. Eh bien, mes chers amis, j'y travaille d'arrache-pied. Alors certains, bien évidemment, récusent tout. Je ne sais pas si vous avez vu le débat à la télévision, mais le Front de gauche est complètement hostile, sans connaître le dossier d'ailleurs. Et on en parle d'autant mieux qu'on ne le connaît pas. Bon. Donc eux, ils sont complètement hostiles à la chose. Moi, je souhaite, dans les meilleurs délais, aboutir. Parce que si nous arrivons à ce partenariat opérationnel, non seulement on va sauver notre plateau technique de santé à Montluçon, mais on va l'élargir. Pour la cardiologie, nous aurons enfin le plateau de coronarographie dont on rêve depuis 10 ans. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, quand vous avez un accident cardiaque, on vous envoie immédiatement à Vichy ou à Clermont-Ferrand, et vous savez qui vous opère, c'est Sylvain Chancéau, le cardiologue de l'hôpital de Montluçon. C'est quand même extraordinaire, nom de chien. Alors, on ne peut pas utiliser les compétences localement. Alors nous sommes en train d'y travailler. Et sans vous confier de secrets non aboutis, je peux vous dire que j'ai encore passé 3 heures en début d'après-midi avec les dirigeants de la clinique et les dirigeants de l'hôpital pour essayer de mettre dans les meilleurs délais en place un programme justement opérationnel. C'est la politique des petits pas. C'est compliqué, ce sont des statuts différents, mais je peux vous dire qu'à 15h cet après-midi, j'étais très heureux. Très très heureux, parce que nous avons fait un bond, je parle de petits pas, mais aujourd'hui on a fait un bond de géant, et j'espère vous annoncer très rapidement que nous sommes enfin arrivés à une solution pour notre hôpital. Mais n'écoutez pas tous ceux qui vous racontent des carabistouilles, qui vous racontent n'importe quoi, et qui vous racontent qu'il faut aller à 100 km pour se faire soigner, alors qu'on a des spécialistes à 300 mètres de là. Parce que 100 km, dans certaines situations, vous y laissez la vie dans l'ambulance. Voilà, donc comptez sur moi pour me battre très fort, pour que très rapidement nous ayons un plateau de santé digne de la deuxième ville d'Auvergne. Écoutez, je vais arrêter là. J'ai encore 16 fiches. Je vais arrêter là.
Je vous demande de le lire dans la nuit et on se revoit demain soir. Non, simplement, voilà. Donc j'arrête là parce que je veux surtout pas être trop long. Ce que je voudrais vous dire, et je pense que vous l'avez compris au travers les témoignages de tous mes collègues, c'est que cette élection, elle est décisive. Elle est décisive pour notre communauté, qu'il s'agisse de la ville ou de la communauté d'agglomération, et je dirais même pour le pays de la vallée de Montluçon et du Cher, car nous allons être confrontés à des difficultés majeures. J'ai proposé donc à tous ceux qui sont ici de se rassembler au-delà des sensibilités pour que justement nous constituions une task force qui nous permettra dans tous les domaines de nous faire entendre aussi bien à Clermont-Ferrand, à Moulins qu'à Paris. C'est un enjeu absolument considérable. Et je vous demande, mes chers amis, non seulement de vous mobiliser, mais de mobiliser vos amis, vos voisins, pour faire en sorte que le 23 mars, eh bien, ensemble, nous soyons bien évidemment désignés par nos amis montluçonnais pour conduire le renouveau de Montluçon pour 6 années. Merci. Daniel Bugleri, on l'acclame. Daniel Bugleri, un homme de parole, un homme qui a d'énergie à revendre, un homme qui connaît ses dossiers. On veut un maire à temps complet. Daniel Bugleri, c'est un maire à temps complet, mesdames et messieurs. Et Daniel Bugleri à la cote, qui le public de personnes comble ce soir à Tador. Merci à Daniel Bugleri, merci à vous tous, et on offre encore à tout le monde, Daniel, tout, il travaillera avec chacun d'entre nous.